La pluie martelait le pare-brise comme une punition divine. Bastien Roussel serrait le volant de sa Mercedes classe S avec une force qui blanchissait ses jointures. Les essuie-glaces, même à vitesse maximale, ne parvenaient qu'à dessiner des arcs de flou sur le verre. La route sinueuse disparaissait par intermittence sous des nappes d'eau qui transformèrent l'asphalte en miroir noir. Putain, putain, putain. Il jeta un œil au GPS. 19h27. Arrivée prévue. 19h32. La réunion commençait à 19h30. 5 minutes de retard. Peut-être acceptable, peut-être pas. Avec les Japonais, on ne savait jamais. Monsieur Takahashi avait été clair lors de leur dernier échange téléphonique. « Nous repartons demain matin, monsieur Roussel. C'est notre seule fenêtre. » Bastien accéléra malgré la visibilité réduite. 70, 80. La voiture vibrait sous les bourrasques de vent qui balayèrent les champs de Bourgogne. À sa droite, des vignobles détrempés s'étendaient à perte de vue, leurs rangées géométriques noyées dans la grisaille. À sa gauche, une forêt dense et hostile avalait la lumière déclinante. 6 ans. 6 putains d'années à construire ce projet immobilier. Un complexe mixte dans le 13e arrondissement. Bureaux, logements, commerce. 3 millions d'euros d'investissement initial. Tout reposait sur ce refinancement japonais. Sans lui, la banque déclencherait la clause de remboursement anticipé dans 48 heures. Liquidation judiciaire, faillite personnelle. Tout ce qu'il avait bâti depuis son divorce, depuis qu'Émilie était partie, en claquant la porte de leur appartement du Marais en hurlant qu'il était mort à l'intérieur, s'effondrerait comme un château de cartes. Son téléphone vibra. Lucas, son associé. « Où tu es ?»« Sur la route. J'arrive. » Bastien, ils sont déjà installés dans la salle de conférence. Takahashi regarde sa montre toutes les 30 secondes. « Dis-lui que je suis coincé dans les embouteillages à Lyon. »« Tu n'es même pas à Lyon ?» J'ai pris la route de Bourgogne pour éviter l'autoroute. Accident sur la 6. Un silence, puis... T'es sérieux? Tu joues notre survie sur une route départementale sous la tempête? Je gère, Lucas. Tu gères que dalle, si tu rates cette réunion. Bastien raccrocha. Ses mains tremblaient légèrement. Il alluma une cigarette. Non, il avait arrêté il y a 10 ans. Il posa la main sur le paquet imaginaire, réalisa son geste, eut un rire amer. Le stress lui bouffait les tripes. Une douleur sourde irradiait sous son sternum. Probablement un ulcère. Son médecin lui avait conseillé de lever le pied. Facile à dire quand on ne risque pas de tout perdre. La pluie redoubla. Le ciel était d'un noir d'encre, presque surnaturel pour une fin d'après-midi de novembre. Les phares de la Mercedes découpaient à peine 10 mètres de visibilité. Bastien dépassa un panneau. Beaune, 18 km. Plus que 25 minutes jusqu'à Lyon. Il pouvait encore y arriver. C'est alors qu'il la vit. Une forme humaine, recroquevillée sous l'auvent métallique à moitié effondré d'une station-service abandonnée. L'enseigne Total pendait de travers, rouillée, à moitié arrachée par le vent. Des pompes condamnées, des vitres brisées. Et cette silhouette minuscule, pressée contre le mur de béton fissuré. Bastien passa devant sans ralentir. 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Il revit le visage, jeune, féminin, trempé. Et dans ses bras, quelque chose de petit, un ballot de tissu sombre. Continue. Tu n'as pas le temps. Ce n'est pas ton problème. 200 mètres. Un cri. Faible, mais distinct même à travers le fracas de la tempête. Un cri de bébé. Bastien freina brutalement. La Mercedes dérapa sur l'eau, les pneus crissèrent. Il s'arrêta en travers de la route. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il regarda l'heure. 19h04. 26 minutes. Appelle les secours. Reprend la route. Il sortit son téléphone. Pas de réseau, évidemment. Cette portion de route était connue pour ses zones blanches. Il regarda dans le rétroviseur. La silhouette n'avait pas bougé. Le cri avait cessé. Ou peut-être était-il simplement englouti par l'orage. Bastien ferma les yeux une seconde. Il pensa à Takahashi, à Lucas, à ses créanciers, à l'appartement qu'il devrait vendre, au regard de son père quand il apprendrait l'échec de son fils. Puis, il pensa à Émilie, lui criant « Tu ne ressens plus rien, tu es devenu une machine !» Il fit demi-tour. La Mercedes s'arrêta devant la station-service dans une gerbe d'eau. Bastien sortit sous la pluie battante. En 3 secondes, sa chemise blanche Ralph Lauren fut trempée, collée à sa peau. L'eau ruisselait dans son cou, dans ses yeux. Il courut vers l'auvent. Elle était là, recroquevillée contre le mur, les genoux remontés, serrant contre elle un paquet de chiffons.
Une jeune femme, 20 ans, 25, aux cheveux châtains plaqués sur un visage émacié. Des cernes violettes creusaient ses joues. Ses vêtements, un pull élimé, un jean troué aux genoux, des baskets en lambeaux, étaient détrempés, couverts de boue séchée. Elle leva les yeux vers lui, des yeux verts, immenses, remplis d'une terreur animale. « N'approchez pas, murmura-t-elle. Bastien s'immobilisa. Il leva les mains en signe de paix. « Je veux juste vous aider. On ne veut rien. Vous allez mourir de froid. Vous et... » Il désigna le paquet de tissus. Un minuscule visage apparaissait dans les plis d'une couverture trouée. Un bébé, peut-être 2 mois, le teint blafard, les lèvres légèrement bleutées, les yeux fermés. « Elle dort, » dit la jeune femme d'une voix cassée. « Elle est juste fatiguée. » Bastien s'accroupit lentement, à distance respectueuse. L'eau formait une flaque autour de ses chaussures italiennes à 1 000 €. « Comment vous vous appelez ?» Un silence. Puis, « Inès. »« Moi, c'est Bastien. Inès, votre fille. »« Léa. »« Léa a besoin d'être au chaud. Au sec. Il fait 4 degrés. La tempête va durer toute la nuit. On a survécu à pire. Peut-être. Mais elle ne survivra pas à ça. » Inès serra Léa plus fort. Une toux grasse secoua le petit corps. Le bébé gémit faiblement sans ouvrir les yeux. Bastien sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. C'était plus viscéral, plus effrayant. Une rage sourde contre l'injustice du monde, contre lui-même, contre tout ce système qui permettait qu'une gamine de 20 ans dorme sous la pluie avec un nourrisson. « Montez dans ma voiture. »« Pourquoi faire ? » ?»« Je vous emmène à l'hôpital. J'ai pas d'argent. »« Je m'en fous. J'ai pas de carte vitale. »« Je m'en fous. »« Pourquoi vous feriez ça ?» Bastien ne répondit pas. Il ne savait pas. Il regarda sa montre, 19h09, 21 minutes. « Tu es fou. Remonte dans ta voiture. Sauve ce qui peut l'être. » Au lieu de ça, il dit « Parce que personne ne devrait crever comme ça. » Inès le dévisagea longuement. Puis elle bougea lentement, difficilement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Elle se leva en protégeant Léa de la pluie avec son corps. Bastien vit alors l'étendue de la catastrophe. Elle boitait. Ses pieds étaient couverts d'ampoules ouvertes, de sang séché. Elle n'avait probablement pas mangé depuis des jours. Chaque pas semblait un calvaire. Il la rattrapa, lui ouvrit la portière arrière. Elle monta avec une lenteur infinie, comme une vieille femme. Bastien referma doucement, contourna la voiture, se glissa au volant. L'habitacle luxueux, cuir beige, bois précieux, écran tactile, contrastait violemment avec la misère qui venait d'y pénétrer. Une odeur de crasse, de sueur aigre, de lait tourné envahit l'espace. Dans le rétroviseur, Bastien croisa le regard d'Inès. Elle berçait Léa qui toussait maintenant de manière continue, une toux rauque, inquiétante. L'hôpital le plus proche ? Beaune, 15 km. Il démarra. Le GPS recalcula. Arrivé à Lyon, 20h18, 48 minutes de retard. La réunion serait terminée. Takahashi serait parti. Bastien accéléra vers Beaune, 19h31. Centre hospitalier de Beaune, service des urgences. Le parking était bondé. Bastien dut tourner 5 minutes avant de trouver une place. Chaque seconde perdue était un coup de poignard. Il stoppa brutalement, sortit, ouvrit la portière arrière. Inès descendit avec Léa toujours emmitouflée. Le bébé ne pleurait même plus. Ses yeux étaient entr'ouverts, vitreux. « Elle respire mal », murmura Inès. « Depuis ce matin, elle respire mal. » Ils coururent vers l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent sur un hall saturé. Des gens partout, sur les chaises, contre les murs, par terre. Une femme âgée gémissait, la main pressée contre sa poitrine. Un homme saignait du front, un torchon rouge pressé contre la plaie. 2 enfants pleuraient. L'odeur de désinfectant et de maladie flottait dans l'air surchauffé. Bastien fendit la foule jusqu'au comptoir d'accueil. Une infirmière épuisée leva les yeux de son écran. « Oui, cet enfant ne va pas bien. Elle a besoin d'un médecin. Maintenant. » L'infirmière regarda Léa, puis Inès. Son visage se ferma imperceptiblement. « Vous avez votre carte vitale ?»« Non, » dit Inès à voix basse. « Votre carte d'identité ?»« Je l'ai perdue. »« Votre attestation de droit ?» Silence. L'infirmière soupira. « Je vais enregistrer votre dossier, mais l'attente est d'au moins 3 heures. On a 2 accidents de la route. Un AVC. »« 3 heures ?» explosa Bastien. « Vous voyez bien que cette gamine ne respire pas correctement. Monsieur, tout le monde ici a une urgence.
Je paie. Comptant. Carte bancaire. Tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de priorité médicale. La priorité médicale, c'est ce bébé qui suffoque. Plusieurs têtes se tournèrent. Un agent de sécurité s'approcha. « Monsieur, calmez-vous. » Bastien sentit la rage monter, brûlante, incontrôlable. Toute la tension accumulée. La route, la réunion, Takahashi, sa vie qui s'effondrait, explosa d'un coup. « Vous voulez que je me calme ? Cet enfant a peut-être une pneumonie, une bronchite, je ne sais pas quoi, et vous me demandez d'attendre 3 heures parce que sa mère n'a pas de papiers ? Les papiers sont obligatoires pour... Allez vous faire foutre avec vos papiers. » Il sortit son portefeuille, claqua sa carte Visa Infinite sur le comptoir. 5 000 €, 10 000, 20 000. Combien vous voulez pour qu'un médecin examine cet enfant maintenant ? Le silence tomba sur la salle d'attente. Tous les regards étaient braqués sur eux. L'infirmière, rouge de colère, décrocha son téléphone interne. Elle parla à voix basse, raccrocha. « Le docteur Mercier va la voir. Mais vous, monsieur, vous sortez. Immédiatement. Je ne bouge pas. Si vous restez, j'appelle la police. » Inès posa une main tremblante sur le bras de Bastien. « Ça va aller. Merci. Vraiment. Vous pouvez partir. » Bastien la regarda. Cette gamine qui venait de dormir sous la pluie, qui n'avait rien, qui le remerciait, alors qu'elle avait toutes les raisons de le haïr. Lui et tous ceux comme lui qui passaient sans voir. « Non, » dit-il simplement. Il s'assit sur une chaise en plastique, croisa les bras. L'agent de sécurité hésita, jaugea la situation, recula. 10 minutes plus tard, une pédiatre en blouse verte apparut. « Léa Fournier ?» Inès se leva. La doctoresse examina le bébé rapidement, fronça les sourcils. « Suivez-moi. » Elles disparurent derrière une porte battante. Bastien resta seul dans la salle d'attente. Il sortit son téléphone. 5 appels manqués de Lucas, 3 de Takahashi, un SMS de son avocat. « Rappelle-moi urgent. » Il ne rappela personne. À 20h15, la pédiatre revint. Son visage était grave. « Vous êtes le père ?»« Non, juste, un ami. Bronchiolite aiguë, déshydratation sévère, fièvre à 39,2. On l'hospitalise pour la nuit. Peut-être 2 ou 3 jours selon l'évolution. Elle va s'en sortir ? Oui, mais elle était à 2 doigts d'une détresse respiratoire. Encore une nuit dehors. Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Bastien hocha la tête. Quelque chose d'étrange se passait en lui, comme un barrage qui cédait. Il sentit ses yeux piquer. Il détourna le regard. « Je peux la voir ?» Salle 12. Pédiatrie. 2e étage. Il monta. Le couloir était silencieux, faiblement éclairé. Il trouva la chambre. Inès était assise sur une chaise à côté d'un lit d'enfant où Léa dormait, un masque à oxygène sur le visage. Des tubes, des bips réguliers. Inès tenait la minuscule main du bébé entre ses doigts sales. Elle ne pleurait pas. Elle fixait juste sa fille avec une intensité déchirante. Bastien entra doucement. Elle va s'en sortir. Inès hocha la tête sans le regarder. Je sais. Un silence, puis « Merci. De rien. Pourquoi vous avez fait ça ?» Bastien s'assit sur la seconde chaise. Il regarda Léa, ce petit être fragile qui se battait pour respirer. Il pensa à la réunion manquée, à son entreprise qui coulait, à tout ce qu'il venait de perdre. Et bizarrement, il se sentit libre. « Je ne sais pas, dit-il, mais c'était un mensonge. Il savait. Pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, avec le profit, avec l'image. Il avait juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et il avait aidé. C'était aussi simple et aussi compliqué que ça. Son téléphone vibra. « Lucas, je dois répondre, » murmura-t-il. Il sortit dans le couloir, prit l'appel. « Bastien, bordel, t'étais où ?»« À l'hôpital. »« Quoi, t'as eu un accident ?»« Non, quelqu'un d'autre. »« Mais, Takahashi est parti. Ils ont annulé. C'est fini, Bastien. La banque va nous tomber dessus lundi. On est mort. » Bastien regarda par la fenêtre du couloir. La pluie avait cessé. Un ciel déchiré laissait apparaître des étoiles. « Je sais, Lucas. Tu sais, c'est tout ce que tu trouves à dire. 6 ans de boulot. Tout ce qu'on a construit. Je sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Bastien sourit tristement. « Je crois que j'ai juste réalisé que certaines choses valent plus qu'une signature. Tu déconnes, là? Tu délires? On parle de 3 millions d'euros. On parle d'une gamine de 2 mois qui allait crever sous la pluie.
Un silence abasourdi. T'es sérieux? Très. Bastien. Tu viens de flinguer ta vie pour une inconnue? Peut-être. Tu regrettes? Bastien regarda vers la chambre. Inès était toujours là, immobile, veillant sur Léa. Non. Il raccrocha, éteignit son téléphone et retourna s'asseoir à côté d'Inès dans ce silence d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'humanité fracturée. Dehors, la tempête était passée. Mais à l'intérieur de Bastien Roussel, quelque chose de nouveau commençait à naître. Quelque chose qui ressemblait étrangement à ce qu'il avait oublié depuis longtemps. La compassion. 16. 500 caractères. Suite immédiate. 11 novembre, 03h22. Hôpital de Beaune. Bastien se réveilla en sursaut, la nuque raide, le dos en compote. Il avait dû s'assoupir sur cette chaise de plastique, la tête contre le mur. La chambre baignait dans une pénombre bleutée. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythmait le silence. Léa dormait paisiblement, sa respiration enfin régulière sous le masque à oxygène. La fièvre avait baissé. L'infirmière de nuit était passée à minuit pour le confirmer. Inès, elle, n'avait pas bougé. Assise au bord du lit d'enfant, les mains crispées sur les barreaux métalliques, elle fixait sa fille avec une vigilance maternelle qui ne semblait jamais faiblir. Ses yeux étaient cernés, creusés, mais grands ouverts. « Vous devriez dormir », murmura Bastien. Elle ne répondit pas tout de suite, puis, sans le regarder, « J'ai peur que si je dors, elle arrête de respirer. Les machines surveillent. Si quelque chose ne va pas, elles alerteront. Les machines se trompent. » Bastien n'insista pas. Il comprenait cette peur irrationnelle, viscérale. Il se leva, s'étira. Ses vêtements étaient encore humides, froissés. Sa chemise sentait la sueur et l'eau de pluie. Il devait avoir une tête épouvantable. « Je vais chercher des cafés. Vous en voulez un ?» Inès hocha la tête sans détacher ses yeux de Léa. Bastien descendit au rez-de-chaussée. Les couloirs étaient déserts. Seules quelques veilleuses éclairèrent le chemin. Il trouva un distributeur automatique près de l'accueil, inséra des pièces. 2 gobelets en plastique se remplirent d'un liquide brunâtre qui ne ressemblait que de loin à du café. Il alluma son téléphone. 32 messages, 15 appels manqués. Il n'ouvrit rien. À la place, il appela son avocat, Maître Blanchard. 5 sonneries, une voix endormie, agacée. « Bastien, il est 3 heures du matin. Je sais. Désolé. J'ai besoin d'un service. » Maintenant? Maintenant. Un soupir résigné. Qu'est-ce que tu veux? Une jeune femme, sans papier, sans ressources, avec un bébé. Elle a besoin d'un logement temporaire, d'une aide sociale, d'un suivi médical. Silence à l'autre bout du fil. Bastien, tu es au courant que ton entreprise coule? Que tu vas probablement tout perdre dans les semaines qui viennent? Je sais. Et tu veux que je t'aide à... Quoi exactement? À sauver une SDF? Oui. Tu es sérieux? Très. Nouveau silence. Puis, plus doucement. Qu'est-ce qui t'arrive, Bastien? Je ne sais pas. Mais appelle l'association Emmaüs, les services sociaux du département, n'importe qui. Je paierai ce qu'il faut. Avec quel argent? J'en trouverai. Bastien. S'il te plaît, Paul. Maître Blanchard soupira longuement. D'accord, je vois ce que je peux faire. Mais tu me dois une explication. Je te la donnerai. Promis. Il raccrocha. Remonta avec les 2 cafés. Inès accepta le sien sans un mot. Elle but une gorgée, grimaça. C'est dégueulasse. Je sais. Un silence, puis... Vous allez perdre combien? Bastien sursauta. Pardon? Votre réunion. Celle que vous avez loupée. Vous allez perdre combien? Comment vous? Vous avez passé 1 heure au téléphone dans le couloir hier soir. J'ai entendu, pas tout, mais assez. Bastien but une gorgée de café. Il regarda Léa. Tout, probablement, à cause de nous, à cause de mon choix. Pourquoi vous avez fait ça? C'était la 3e fois qu'elle posait la question. Bastien ne savait toujours pas quoi répondre. Il chercha ses mots. Il y a 3 ans, j'ai divorcé. Ma femme m'a dit que j'étais mort à l'intérieur, que je ne ressentais plus rien, que j'étais devenu une machine à faire de l'argent. Je lui ai dit qu'elle délirait, que c'était elle qui était instable, excessive, incapable de comprendre ce qu'était une vraie carrière. Il s'arrêta, avala une nouvelle gorgée. Elle avait raison, j'étais mort. Hier soir, sur cette route, quand je vous ai vu, j'ai eu une seconde d'hésitation, une seule. Et pendant cette seconde, j'ai eu honte.
honte de l'homme que j'étais devenu. Alors j'ai fait demi-tour. Pas pour vous, pour moi. Inès le regardait maintenant. Ses yeux verts brillaient dans la pénombre. « C'est la chose la plus égoïste et la plus honnête que j'ai jamais entendue, » dit-elle doucement. « Probablement. Vous êtes un type bizarre. Vous aussi, vous êtes bizarre. Qui dit merci à quelqu'un qui vient de foutre sa vie en l'air ?» Un sourire fantôme passa sur les lèvres d'Inès, le premier depuis qu'il l'avait rencontrée. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda Bastien. « Votre famille. » Le sourire s'éteignit immédiatement. « Ma famille m'a jeté dehors quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. Mon père est catholique, pratiquant. Très pratiquant. Pour lui, un enfant hors mariage, c'est une honte. Il m'a donné le choix, l'avortement ou la porte. J'ai choisi la porte. Et le père de Léa? Disparu. Un type d'une boîte de nuit à Dijon. Une nuit. Un accident. Il n'a jamais su. Vous auriez pu avorter? J'y ai pensé, beaucoup. Mais quand j'ai vu l'échographie, je ne sais pas. Ça m'a semblé lâche. Alors j'ai gardé Léa, et j'ai tout perdu. Elle caressa les cheveux fins du bébé. Mais je l'ai gagnée, elle. Alors ça vaut le coup. Bastien sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Cette jeune femme avait perdu sa famille, son toit, sa dignité. Mais elle ne regrettait rien, pendant que lui, avec son appartement à 2 millions, ses costumes italiens et sa Mercedes, se plaignait de sa vie vide. « Vous êtes courageuse, dit-il. »« Non, j'ai juste pas eu le choix. » Le courage, c'est exactement ça. Faire ce qu'il faut quand on n'a pas le choix. Inès le regarda longuement, puis elle demanda « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?»« Je ne sais pas. Rentrer à Paris, affronter les dégâts, essayer de sauver ce qui peut l'être, probablement échouer. Et après? Après? Je n'ai jamais pensé à l'après. Moi non plus. Mais je dois. Pour elle. » Elle caressa à nouveau la main de Léa. « Je veux qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Une maison, une école, des amis, des Noëls avec des cadeaux, des anniversaires avec des gâteaux, tout ce que j'ai perdu. Elle les aura, dit Bastien. Comment vous pouvez savoir ça? Parce que vous vous battrez pour elle. Et quand on se bat, on finit toujours par gagner quelque chose. Inès eut un rire amer. Vous êtes optimiste pour quelqu'un qui vient de tout perdre. Peut-être que j'ai juste compris que tout ne voulait pas dire ce que je croyais. Le silence retomba. Un silence étrangement paisible, comme si dans cette chambre d'hôpital, au milieu de la nuit, 2 vies fracassées avaient trouvé un moment de répit. À 6 heures, une infirmière entra pour changer la perfusion de Léa. Le bébé ouvrit les yeux. Ses lèvres n'étaient plus bleues. Sa respiration était fluide. Elle gazouilla faiblement. Inès éclata en sanglots. Bastien détourna le regard pour lui laisser son intimité. Il sortit dans le couloir. L'aube se levait sur Beaune. Un ciel rose et or après la tempête. Il appela Lucas. « Je veux que tu prépares un communiqué de presse. »« Un communiqué? Pour annoncer notre faillite? » ?»« Non. Pour expliquer pourquoi j'ai raté la réunion. »« Bastien, c'est une mauvaise idée. Fais-le quand même. »« Qu'est-ce que je dis ?» Bastien regarda par la fenêtre. Beaune se réveillait lentement. Les premières voitures dans les rues. Les boulangeries qui allumaient leurs lumières. « Dis la vérité qu'hier soir j'ai fait un choix et que je ne le regrette pas. » Il raccrocha avant que Lucas puisse protester. La tempête était passée, mais la vraie histoire ne faisait que commencer. Bastien poussa la porte vitrée de son bureau avec 2 jours de retard et une barbe de 3 jours. L'open space, d'habitude bourdonnant d'activité, était étrangement silencieux. Les 4 employés, 2 commerciaux, une assistante, un comptable, levèrent les yeux de leurs écrans. Personne ne dit bonjour, juste des regards fuyants, gênés. Lucas sortit de la salle de conférence, le visage fermé. « Mon bureau, maintenant. » Bastien le suivit. La pièce sentait le café froid et la tension. Lucas ferma la porte, tira les stores. « Assieds-toi. Je préfère rester debout. Assieds-toi, bordel. » Bastien s'assit. Lucas posa un journal sur le bureau. Le Parisien, édition du matin. En première page, une photo floue prise au téléphone. Bastien devant l'hôpital de Beaune, tenant un gobelet de café, l'air épuisé. Le titre, en gros caractères, « L'investisseur au grand cœur qui a tout sacrifié pour une SDF ». En sous-titre, « Bastien Roussel rate un deal à 3 millions pour sauver un bébé mourant, sa société au bord de la faillite ». Bastien sentit son estomac se nouer. Qui a fait fuiter ça? Aucune idée. Mais c'est partout.
France Bleu, BFM, Twitter, Instagram. Tu es devenu viral, mon vieux. Le gentil businessman qui sacrifie tout pour une pauvre maman. L'histoire parfaite pour les réseaux sociaux. Lucas se pencha en avant, les poings serrés. Sauf que ce n'est pas une histoire, Bastien. C'est notre vie, notre entreprise, notre argent, nos emplois. Tu as pensé à Sandra, à Thomas, à Chloé? Ils ont des gosses, des crédits, des loyers. Et toi, tu joues les héros pour la galerie? Ce n'est pas pour la galerie. Ah non? Alors pourquoi ce putain de communiqué de presse? Je ne regrette pas mon choix? Sérieusement? Je ne regrette pas. Lucas explosa. Tu ne regrettes pas? On a rendez-vous avec la banque cet après-midi. Ils vont nous annoncer la liquidation judiciaire. 6 ans de travail, Bastien. 6 putains d'années. Je sais. Tu sais? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu es devenu dingue ou quoi? Bastien se leva calmement. Il regarda son associé dans les yeux. Lucas, quand est-ce que tu as fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent pour la dernière fois? Quoi? Quelque chose de désintéressé, de gratuit, quelque chose qui t'a coûté sans rien te rapporter. Lucas le fixa, interdit. On est dans les affaires, Bastien, pas dans la charité. Justement, on est devenu ça. Des machines à calculer, des robots qui optimisent, qui rentabilisent, qui négocient. On a oublié qu'on était humain. Oh, épargne-moi ta crise existentielle à 2 balles. Tu viens de détruire notre boîte pour une gonzesse que tu connais même pas. Je l'ai détruite parce que j'ai fait le choix de sauver une vie au lieu de signer un contrat. Et si c'était à refaire, je le referais. Lucas recula comme frappé. Tu es sérieux? Très. Un silence de plomb tomba. Puis Lucas secoua la tête, incrédule. Je ne te reconnais plus. Peut-être que c'est maintenant que je me reconnais, moi. Lucas attrapa sa veste sur le dossier de sa chaise. Je démissionne. Aujourd'hui. Je ne coulerai pas avec toi. Tu as raison. Sauve-toi. Lucas s'arrêta à la porte. Sans se retourner, il dit « Émilie avait raison. Tu es mort à l'intérieur. Sauf que maintenant, tu es mort en dehors aussi. » Il sortit en claquant la porte. Bastien resta seul dans le bureau. Il regarda par la fenêtre. Paris s'étendait sous un ciel gris. Les toits haussmanniens, la tour Eiffel au loin, le flux incessant des voitures sur l'avenue. Cette ville qu'il avait conquise, qu'il avait élevée au sommet, le rejetait maintenant. Il le sentait. Son téléphone vibra. Un SMS de Maître Blanchard. « J'ai trouvé. Logement temporaire à Beaune via Emmaüs. Rendez-vous demain 10h. Emmène la fille. » Bastien sourit tristement. Au moins, quelque chose de bien sortirait de ce chaos. Il composa le numéro de l'hôpital de Beaune. Demanda le service de pédiatrie. Une infirmière lui passa Inès. « Allô? Sébastien, comment va Léa? »« Beaucoup mieux. Il parle de nous laisser sortir demain. »« Parfait. J'ai trouvé un logement. Temporaire, mais c'est mieux que rien. » Silence à l'autre bout. « Pourquoi vous faites tout ça? On en a déjà parlé. »« Non. On a parlé de pourquoi vous nous avez aidés sur le moment. Mais là, vous continuez. Vous sacrifiez tout. Je comprends pas. » Bastien chercha ses mots. Peut-être que j'avais besoin qu'on me rappelle que la vie ne se résume pas à un compte en banque. Et moi, je suis quoi? Votre thérapie? La dureté dans sa voix le surprit. Non, vous êtes quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie vous a donné. Et si je peux aider? Je veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. Alors c'est quoi? Bastien réfléchit. Qu'est-ce que c'était exactement? De la culpabilité? Un besoin de rédemption? Une fuite en avant? Et du respect, finit-il par dire. Vous vous êtes battu pour votre fille contre tout et tout le monde. Ça mérite du respect, pas de la pitié. Un long silence. Puis, plus doucement. D'accord, merci, vraiment. Je passe vous chercher demain à 9h. Soyez prête. Il raccrocha, sortit du bureau. L'open space était vide. Tout le monde était parti. Sur le tableau blanc, quelqu'un avait écrit à la hâte « Bonne chance, Bastien ». Il effaça le message avec sa manche, éteignit les lumières, ferma la porte à clé. C'était probablement la dernière fois qu'il entrait dans ce bureau. 14 novembre, 10h, Beaune, antenne locale d'Emmaüs. Le bâtiment était modeste, une ancienne boulangerie reconvertie en bureau associatif, des affiches sur les murs. Logement d'abord, personne à la rue, solidarité, une odeur de café et de papier. Derrière un bureau encombré de dossiers, une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris en chignon, lunettes rondes, les accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. « Madame Fournier ?»
Monsieur Roussel, je suis Sylvie Moreau, assistante sociale. Asseyez-vous. Inès prit place sur une chaise, Léa endormie dans ses bras. Bastien resta debout, adossé au mur. Sylvie ouvrit un dossier. J'ai parlé avec Maître Blanchard. Il m'a expliqué votre situation. C'est inhabituel. C'est le moins qu'on puisse dire, murmura Inès. Madame Fournier, j'ai quelques questions. Vous êtes française? Oui, née à Dijon. Vous avez vos papiers? Perdus, volés, je ne sais plus. On peut les refaire. Vous avez été scolarisée? Jusqu'au bac, pas eu le bac. Vous avez travaillé? Serveuse, caissière. Avant d'être enceinte. Votre famille? Inès se crispa. Inexistante. Sylvie hocha la tête, écrivit quelques notes. Bien. Voici ce que je peux faire. Un logement d'urgence pour 3 mois. Un studio à Beaune, quartier des Montbard. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est propre et chauffé. Pendant ce temps, on travaille sur vos papiers, votre insertion professionnelle, la garde de Léa. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Remettez-vous d'abord sur pied. Elle se tourna vers Bastien. Monsieur Roussel, Maître Blanchard m'a dit que vous preniez en charge les frais. Oui, tout ce qui est nécessaire. C'est généreux. Mais vous savez que vous n'avez aucune obligation légale. Je sais. Et vous le faites quand même? Oui. Sylvie le regarda longuement comme si elle essayait de percer un mystère. On ne voit pas souvent ça. Des gens comme vous qui aident sans rien demander en retour. Des gens comme moi, riches, occupés, importants. Bastien eut un rire amer. Je ne suis plus rien de tout ça. Peut-être. Mais vous restez quelqu'un de bien. Il ne répondit pas. Il n'était pas sûr de mériter ce compliment. 1 heure plus tard, ils visitèrent le studio. 30 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble des années 70. Moquette élimée, papier peint jauni, kitchenette minuscule. Mais une fenêtre donnait sur un parc. Les radiateurs marchaient. Le lit était propre. Inès posa Léa sur le matelas. La petite dormait paisiblement, sa respiration enfin régulière. « C'est parfait », murmura Inès. « C'est un taudis », dit Bastien. « Non, c'est un toit. C'est chaud. C'est à nous. C'est parfait. » Elle se tourna vers lui. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Reconstruisez-vous. C'est tout ce que je demande. Pourquoi c'est si important pour vous ?» Bastien s'approcha de la fenêtre. Dans le parc en contrebas, des enfants jouaient. Leurs cris joyeux montaient jusqu'à lui. « J'ai tout eu dans la vie. L'argent, la réussite, le respect. Et j'étais vide, complètement vide. Aider Léa, vous aider, c'est la première fois depuis des années que je sens que je sers à quelque chose. Vous servez à quelque chose, croyez-moi. » Il se retourna. Elle était à 2 pas de lui. Petite, maigre, épuisée, mais debout, vivante, combattante. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Rentrer à Paris, affronter les créanciers, probablement perdre mon appartement, ma voiture, tout. Ça vous fait peur? Oui, mais moins que je ne le pensais. Vous allez vous en sortir, vous aussi. » Ils restèrent ainsi quelques secondes dans ce studio minable qui sentait l'humidité et le vieux chauffage. 2 naufragés qui avaient trouvé un radeau. Puis Bastien regarda sa montre. 14 heures. Il devait reprendre la route. « Je dois y aller. Vous reviendrez? Je ne sais pas. Si vous revenez, Léa et moi, on sera là. » Il hocha la tête, sortit, descendit les 4 étages, monta dans sa Mercedes, démarra vers Paris. Dans le rétroviseur, il vit Inès à la fenêtre du 4e étage, tenant Léa dans ses bras. Elle leva une main. Un au revoir, ou un merci, ou les deux. Bastien accéléra. Il ne savait pas encore que cette image le hanterait pendant des mois. 15 novembre, 15h30. Paris, Banque de France et Investissement. La salle de conférence était glaciale. Pas à cause de la température, mais à cause des 3 hommes en costume sombre assis de l'autre côté de la table. Monsieur Dufresne, directeur régional. Maître Leclerc, avocat de la banque. Monsieur Arnaud, huissier. Bastien était seul. Lucas avait démissionné. Maître Blanchard l'avait prévenu. « Je ne peux rien faire. Les contrats sont clairs. » Dufresne ouvrit un dossier. « Monsieur Roussel, vous savez pourquoi nous sommes ici? » « Oui. Le refinancement prévu n'a pas eu lieu. Vous avez manqué votre rendez-vous avec les investisseurs japonais. La clause de remboursement anticipé est activée. »
Vous avez 30 jours pour rembourser la totalité du prêt. 2 800 000 €. Je n'ai pas cet argent. Nous le savons. C'est pourquoi nous engageons une procédure de liquidation judiciaire. Vos actifs personnels seront saisis. Appartements, véhicules, comptes bancaires. Votre entreprise cessera ses activités. Bastien hocha lentement la tête. Il s'y attendait. Mais l'entendre formuler ainsi, avec cette froideur administrative, ça faisait mal. « J'ai une question, dit-il. Je vous écoute. Si j'avais été à cette réunion, si j'avais signé, qu'est-ce qui serait arrivé à cette femme et son bébé sous la pluie ?» Dufresne fronça les sourcils. « Je ne vois pas le rapport. Ils seraient morts, de froid, de maladie, d'abandon. Morts. Monsieur Roussel, vos choix personnels ne nous concernent pas. Non, bien sûr que non. Parce que pour vous, une vie humaine ne vaut rien face à un contrat. C'est injuste? Non, c'est vrai. » Maître Leclerc intervint, agacé. « Monsieur Roussel, nous comprenons que vous traversez une période difficile, mais essayer de nous faire culpabiliser ne changera rien. Vous avez signé un contrat. Vous ne l'avez pas honoré. Les conséquences sont claires. Je sais, je ne cherche pas à échapper aux conséquences. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a des choses plus importantes qu'un putain de contrat. Comme quoi? Comme ne pas laisser mourir un enfant. » Silence. Les trois hommes échangèrent des regards. Dufresne referma le dossier. « Vous avez 30 jours, monsieur Roussel. Après quoi, nous procédons aux saisies. Cette réunion est terminée. » Bastien se leva. Il ramassa sa veste, se dirigea vers la porte. Puis, il se retourna. « Vous savez ce qui est drôle. Dans 6 mois, vous aurez oublié mon nom. Mais moi, je me souviendrai toujours d'avoir sauvé Léa. Et je préfère vivre avec ce souvenir que mourir riche et vide. » Il sortit sans attendre de réponse. Dans le couloir, il s'adossa au mur, ferma les yeux, respira profondément. Tout était fini, et pourtant, bizarrement, il se sentait libre. 18 novembre, 0h45. Paris, appartement du Marais. Les déménageurs emballaient les derniers cartons. Bastien regardait son appartement se vider, le canapé en cuir italien, la bibliothèque en bois précieux, les œuvres d'art contemporain. Tout partait aux enchères pour rembourser une partie des dettes. Il ne gardait qu'un sac de voyage, quelques vêtements. Son ordinateur, des photos. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Roussel? C'est Fabienne Marleau, journaliste à Le Monde. Je n'ai rien à déclarer. Attendez, je ne veux pas vous piéger. Je veux juste comprendre. Votre histoire, elle touche les gens. Les réseaux sociaux sont en feu. Certains vous traitent de héros, d'autres d'idiots. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous regrettez? » Bastien réfléchit. « Non, même en perdant tout, surtout en perdant tout. Pourquoi? Parce que j'ai gagné quelque chose de plus important, le droit de me regarder dans un miroir sans avoir honte. » Un silence. Puis, « Est-ce que je peux publier ça? Faites ce que vous voulez. De toute façon, ma vie est déjà étalée partout. Une dernière question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? » Bastien regarda les déménageurs emporter son canapé. « Recommencer, plus simple, plus vrai. Vous avez peur? Terrifié, mais vivant. » Il raccrocha. Le lendemain, Le Monde publiait un long portrait, Bastien Roussel, l'homme qui a choisi l'humanité contre le profit. L'article faisait le tour de la France. Les réactions explosèrent, des milliers de messages de soutien, des propositions d'aide, des témoignages de gens qui disaient « Vous m'avez redonné foi en l'humanité », mais aussi des attaques, des accusations de coups médiatiques, des insultes, des menaces même. Bastien ne lisait rien. Il avait d'autres préoccupations. Survivre, déjà. Bastien poussa la porte du studio qu'il venait de louer. 22 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, d'un immeuble délabré de la rue de Belleville. Les murs étaient jaunes de nicotine, le parquet gondolé, la cuisine réduite à un réchaud électrique et un évier minuscule. Par la fenêtre, on voyait les toits de Paris, les antennes télé, les pigeons. Loin, très loin du Marais et de ses perspectives haussmanniennes. Il déposa son unique sac de voyage sur le matelas posé à même le sol. Pas de lit, pas de meubles, juste un matelas, une chaise pliante, une table de camping, et ce silence assourdissant qui remplaçait le bourdonnement constant de sa vie d'avant. Son téléphone vibra. Un SMS de Maître Blanchard. « Liquidation judiciaire prononcée. Désolé Bastien. Appelle-moi si besoin. » Il ne rappela pas.
À quoi bon? Les comptes étaient clairs, 2,8 millions de dettes, 300 000 € récupérés lors de la vente de ses biens. Il restait 2,5 millions à rembourser, sur 15 ans, avec des intérêts. Il paierait jusqu'à ses 57 ans. Il s'assit sur le matelas, regarda ses mains qui avaient signé des contrats à 6 chiffres, qui avaient serré celles de ministres et d'investisseurs, qui avaient tenu des clés de Mercedes et d'appartements de luxe. Maintenant, elles ne tenaient plus rien. Un vertige le saisit. Pas de peur, quelque chose de plus profond, une désorientation totale. Qui était-il sans l'argent? Sans le statut, sans le costume et la reconnaissance? Il ferma les yeux. Revit Léa sous le masque à oxygène, Inès à la fenêtre du studio de Beaune, ce moment où il avait fait demi-tour sous la tempête. Au moins, j'ai fait ça. Au moins. Cela devrait suffire. Mais la nuit, dans le silence du studio, ça ne suffisait pas toujours. 28 novembre, 09h15. Paris, cabinet de conseil Mercure & Associés. Pierre Gauthier, ancien concurrent devenu contact LinkedIn bienveillant, le reçut dans son bureau du 8e arrondissement. Lunettes fines, chemise blanche impeccable, cravate sobre. L'élégance discrète du succès. Bastien. Ça fait longtemps. Ils se serrèrent la main. Pierre désigna un fauteuil. J'ai lu les articles. Toute cette histoire. C'est dingue. Le mot est faible. Tu viens pour le poste de consultant junior? Oui, si c'est toujours d'actualité. Pierre se cala dans son fauteuil, croisa les doigts. Bastien, tu as dirigé ta propre boîte. Tu as géré des projets à plusieurs millions. Et là, on parle d'un poste à 2 500 € net par mois. Des missions basiques, de la veille, de l'analyse, du PowerPoint. Tu es sûr? J'ai besoin de travailler. Tu mérites mieux. Je mérite ce que je peux obtenir. Et pour l'instant, c'est ça. Pierre soupira. Écoute, je vais être honnête. Ton histoire, elle divise. Certains te voient comme un héros, d'autres comme un fou, nos clients. Ils pourraient être mal à l'aise. Parce que j'ai sauvé une gamine? Parce que tu as coulé ta boîte pour ça. Les gens respectent l'altruisme, mais ils se méfient de l'irrationnel. Bastien se pencha en avant. Pierre, j'ai 50 000 € de dettes par an à rembourser. Je vis dans 20 mètres carrés à Belleville. Je mange des pâtes depuis une semaine. J'ai besoin de ce boulot. Pas pour ma fierté, pour survivre. Un silence pesant. Pierre pianota sur son bureau. D'accord, période d'essai de 3 mois. Tu commences lundi. Mais Bastien, il faudra que tu fasses profil bas. Pas d'interview, pas de déclaration. On a une réputation à protéger. Compris. Et autre chose, tu travailles sous la supervision de Marion Lescure. Elle a 32 ans. Elle sera ta supérieure hiérarchique. Bastien encaissa. Lui qui avait dirigé une équipe qui avait négocié avec des PDG, allait maintenant recevoir des ordres d'une consultante junior. Pas de problème. Bien. Bienvenue chez Mercure. Ils se serrèrent la main. Bastien sortit. Dans la rue, il s'adossa contre un mur, ferma les yeux, inspira profondément. 2 500 €, un poste subalterne, supervision d'une jeune trentenaire. Il aurait dû se sentir humilié. À la place, il se sentait juste, soulagé, un salaire, une stabilité, un début. Son téléphone sonna. Inès. Bastien, c'est moi. Inès. Comment allez-vous? Bien. Léa va beaucoup mieux. Elle sourit maintenant. Elle gazouille tout le temps. C'est génial. Et moi? J'ai une nouvelle. J'ai trouvé une formation. CAP boulangerie. Ça commence en janvier. La Chambre des métiers finance tout. Et pendant la formation, j'ai une allocation de 500 € par mois. Avec les aides sociales, ça devrait suffire. Bastien sourit. Un vrai sourire pour la première fois depuis des jours. C'est fantastique, Inès. C'est grâce à vous. Non, c'est grâce à vous. Vous vous battez. Vous aussi, vous vous battez. J'ai vu l'article dans Le Monde. Tout ce que vous avez perdu. J'ai aussi gagné de la clarté, de l'honnêteté, une chance de recommencer. Vous êtes fort. Non, juste obstiné. Un silence. Puis, venez nous voir, s'il vous plaît. Léa devrait vous connaître. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous devez avancer, sans être attaché à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé m'a sauvé la vie. Je ne veux pas l'oublier. Je veux juste dire merci. En face. Bastien hésita, puis « D'accord, ce week-end. Je viendrai samedi. » « Parfait. On vous attend. » Il raccrocha.
resta là, debout sur ce trottoir du 8e arrondissement, entre deux mondes, celui qu'il avait quitté et celui qu'il rejoignait. Il ne savait pas encore lequel était le bon, mais il avançait. 30 novembre, 14 ans. Beaune, studio d'Inès. Bastien frappa à la porte du 4e étage. Des pas légers. La porte s'ouvrit. Inès était là, cheveux lavés, coiffés, vêtue d'un pull propre et d'un jean sans trous. Elle avait repris du poids. Ses joues n'étaient plus creuses, ses yeux brillaient. « Bastien, entrez !» Le studio avait changé. Des rideaux aux fenêtres, des jouets pour bébé dans un coin, une odeur de café et de lessive. Sur la table, un gâteau maison, un peu raté, légèrement brûlé sur les bords, mais fait avec soin. Et dans un couffin, Léa, réveillée, propre. Ses grands yeux clairs observèrent le monde avec cette curiosité infinie des nourrissons. Quand elle vit Bastien, elle agita ses petits bras, émit un gazouillis joyeux. « Elle vous reconnaît », dit Inès doucement. « Je lui montre votre photo tous les jours. Je lui dis, c'est l'homme qui nous a sauvés. » Bastien s'agenouilla devant le couffin. Léa lui attrapa le doigt. Sa poigne était étonnamment forte. « Salut, petite guerrière », murmura-t-il. Quelque chose se brisa en lui. Toute la tension accumulée, toute l'anxiété, toute la peur refoulée explosa d'un coup. Il se mit à pleurer. Silencieusement d'abord, puis plus fort, les épaules secouées de sanglots. Inès s'agenouilla à côté de lui, posa une main sur son épaule. « Hé, ça va aller. Non, tout est foutu. Ma vie est détruite. Je n'ai plus rien. Vous nous avez, nous. Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la gratitude et de l'amitié, si vous voulez bien. » Bastien leva les yeux vers elle. Inès souriait. Un sourire simple, sans arrière-pensée. « Je ne suis plus rien, dit-il. Je suis ruiné. Je vis dans un taudis. Je vais passer les 15 prochaines années à rembourser des dettes. Et alors, vous êtes vivant. Vous êtes libre. Vous avez fait quelque chose d'important. Quelque chose qui compte vraiment. Ça ne paye pas les factures. Non, mais ça permet de dormir la nuit. » Elle avait raison. Ces dernières semaines, malgré l'angoisse, malgré l'incertitude, il avait dormi. Vraiment dormi. Pour la première fois depuis des années, sans somnifère, sans alcool, sans cette culpabilité sourde qui le rongeait. Il essuya ses larmes. Léa gazouillait toujours, agrippée à son doigt. « Elle est magnifique, dit-il. Elle tient de sa mère, sourit Inès. Ils passèrent l'après-midi ensemble, à parler, à rire, à partager ce gâteau raté avec du café trop fort. Inès lui raconta la formation en boulangerie, les cours théoriques, les stages pratiques, son rêve d'ouvrir un jour sa propre boutique. Bastien lui parla de son nouveau travail, de son studio ridicule, de sa renaissance difficile. Vers 18h, alors que la nuit tombait sur Beaune, Bastien se leva pour partir. « Merci, dit-il, pour tout. C'est moi qui vous remercie. On arrête avec les remerciements ? D'accord. Alors à bientôt. À bientôt. » Il descendit les 4 étages. Dans la rue, il se retourna. À la fenêtre, Inès tenait Léa, toutes deux silhouettes découpées dans la lumière chaude de l'appartement. Elles agitèrent la main. Bastien monta dans sa vieille Renault Clio d'occasion, la Mercedes avait été saisie, et démarra vers Paris. Sur la route, il réalisa quelque chose. Il souriait. Un vrai sourire. Pas forcé, pas cynique, juste heureux. 15 décembre, 12h30. Paris, café Le Temps des Cerises, Belleville. Bastien déjeunait seul quand elle entra. Émilie, son ex-femme. Il ne l'avait pas vue depuis le divorce, 3 ans plus tôt. Elle était toujours aussi belle, cheveux blonds coupés courts, tailleur sobre, allure déterminée. Elle le repéra, hésita, puis s'approcha. « Bastien, Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché. J'ai appelé ton ancien bureau. Ils m'ont dit où tu travaillais. Ton collègue m'a dit que tu déjeunais souvent ici. Tu m'espionnes maintenant. Je voulais juste te voir, savoir comment tu allais. Pourquoi? On a divorcé, tu as refait ta vie. Je sais, mais j'ai lu les articles. Toute cette histoire avec cette fille et son bébé. Et je ne sais pas. J'avais besoin de te voir. » Bastien désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Elle s'assit, commanda un café. Ils restèrent silencieux quelques secondes, mal à l'aise. « Tu as l'air différent, » dit-elle finalement. « Différent comment? Plus léger, moins tendu. Presque vivant. » Bastien eut un rire amer.
J'ai tout perdu, Émilie. Mon entreprise, mon appartement, mon argent. Je vis dans un studio minable à Belleville. Je gagne 2500 € par mois. Je mange des pâtes. Et toi? Tu me dis que j'ai l'air vivant? Oui, parce que quand on était ensemble, tu étais mort. Tu ne ressentais rien. Tu ne voyais rien. Tu étais une machine à gagner de l'argent. Et maintenant? Je suis une machine à rembourser des dettes. Non, maintenant tu es un homme qui a fait un choix. Un vrai choix. Pas calculé. Pas rationnel. Humain. Bastien la regarda. Cette femme qu'il avait aimée, qu'il avait perdue parce qu'il ne savait plus aimer. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je t'en ai voulu. Pendant 3 ans, je t'en ai voulu d'être si froid, si absent. Mais je me trompais. Tu n'étais pas froid. Tu étais juste. Perdu. Et maintenant, je crois que tu t'es retrouvé. En me ruinant. En sauvant une vie. Bastien, tu as fait ce que je t'ai supplié de faire pendant des années. Ressentir quelque chose. Agir pour autre chose que l'argent. Voir l'humanité autour de toi. Ça m'a coûté tout ce que j'avais. Ça t'a rendu ce que tu avais perdu. Toi-même. Le café d'Émilie arriva. Elle but une gorgée, posa la tasse. Je ne veux pas qu'on se remette ensemble. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais je voulais que tu saches, je suis fier de toi. Pour la première fois depuis qu'on se connaît, je suis vraiment fier de toi. Bastien sentit sa gorge se serrer. Merci. Elle se leva, posa un billet sur la table. Prends soin de toi, Bastien. Toi aussi. Elle partit. Bastien resta seul avec son sandwich entamé et son café froid. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'imperceptible mais fondamental. Il avait récupéré l'estime de quelqu'un qu'il avait connu au pire de lui-même. C'était un début. 24 décembre, 19h. Beaune, studio d'Inès. Bastien frappa à la porte, les bras chargés de paquets. Inès ouvrit, les yeux écarquillés. « Bastien, qu'est-ce que vous faites là? C'est Noël. Je ne voulais pas que Léa passe son premier Noël sans cadeau. Vous êtes fou. Entrez. » Le studio était décoré avec des moyens du bord. Des guirlandes en papier, des dessins d'enfants scotchés au mur, un petit sapin en plastique. Mais c'était chaleureux, vivant. Bastien déposa les paquets. Des vêtements pour Léa, des jouets, des livres pour Inès, du café, du chocolat, des choses simples mais choisies avec soin. « Vous n'auriez pas dû, » murmura Inès. « Si, j'avais besoin de faire ça. » Ils passèrent la soirée ensemble. Inès prépara un dîner modeste. Poulet rôti, purée, haricots verts. Ils mangèrent en parlant de tout et de rien. Léa, dans son transat, gazouillait joyeusement. Vers 22h, après avoir couché Léa, ils s'assirent sur le canapé de récupération qu'Emmaüs avait fourni. Une bouteille de vin pas chère entre eux. « J'ai une nouvelle, dit Inès. J'ai contacté ma mère, par mail. Je lui ai envoyé une photo de Léa. Elle a répondu « Oui, elle veut nous voir, en janvier. Mon père ne sait pas encore. Mais elle dit qu'elle regrette, qu'elle a été lâche, qu'elle veut connaître sa petite fille. C'est génial, Inès. Je ne sais pas si je suis prête. J'ai tellement de colère. C'est normal. Mais peut-être que c'est le moment de lâcher cette colère. Pour Léa. Pour vous. » Inès but une gorgée de vin. « Et vous? Vous avez des nouvelles de votre famille? Mon père ne me parle plus. Ma sœur m'envoie des SMS de soutien, mais on ne se voit pas. Mes anciens amis m'ont effacé de leurs contacts. Je suis devenu un embarras. Ça doit faire mal. Oui, mais je comprends. J'ai brisé le code. Dans leur monde, on ne sacrifie pas sa carrière pour une inconnue. C'est irrationnel, dangereux, contagieux. Vous regrettez? » Bastien regarda Léa qui dormait paisiblement dans son couffin. Cette petite vie qu'il avait sauvée, cette jeune femme qu'il avait aidée à se reconstruire. Non, jamais. Moi non plus. Je ne regrette rien. Ni la galère, ni la rue, ni même la douleur. Parce que tout ça m'a mené ici, avec Léa, avec cette chance de recommencer. Et je vous dois ça. Vous ne me devez rien. Si, je vous dois ma vie, celle de Léa, et je passerai le reste de mon existence à être digne de ce cadeau. Ils trinquèrent. 2 naufragés qui avaient retrouvé une île. 2 âmes fracassées qui commençaient à guérir. À minuit, les cloches de Beaune sonnèrent. Dehors, des feux d'artifice illuminaient le ciel. Bastien regarda par la fenêtre. La ville brillait de 1000 lumières. « Joyeux Noël, Inès. Joyeux Noël, Bastien. » Et pour la première fois depuis des années, Bastien Roussel se sentit vraiment à sa place. 6 mois plus tard, 15 juin, 11h.
Beaune, boulangerie, le Petit Fournil. Bastien poussa la porte de la boulangerie. L'odeur du pain frais l'enveloppa immédiatement. Derrière le comptoir en tablier blanc, cheveux attachés, sourire radieux, Inès. Elle venait de terminer sa formation. Elle avait trouvé un emploi dans cette boulangerie artisanale du centre-ville. CDI, 1400 € par mois, une crèche pour Léa, une vie normale. Bastien, qu'est-ce que vous faites là? Je passais. J'avais une réunion à Lyon. J'ai fait un détour. Un détour de 100 km? Les meilleurs détours sont toujours les plus longs. Elle rit. Lui servit un café et un croissant, son premier croissant professionnel. Goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. Bastien croqua. Le croissant était parfait, croustillant, beurré, aérien. C'est excellent. Vraiment? Vraiment. Vous avez trouvé votre voie. Grâce à vous. Non, grâce à vous. Moi, je vous ai juste donné une chance. Vous avez fait le reste. Une cliente entra. Inès la servit avec efficacité et sourire. Bastien la regardait. Cette jeune femme qui, 6 mois plus tôt, dormait sous la pluie avec un bébé mourant. Maintenant, elle était là, debout, digne, vivante. Quand la cliente partit, Inès revint vers lui. « Et vous? Comment ça va? »« Ça va. Je me suis habitué à ma nouvelle vie. Le boulot de consultant n'est pas passionnant, mais ça paie les factures. J'ai même commencé à rembourser mes dettes. Dans 15 ans, je serai libre. 15 ans, c'est long. 15 ans, c'est rien. J'ai le temps de devenir quelqu'un de bien. Vous êtes déjà quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui essaie. C'est différent. » Léa arriva en trottinant depuis l'arrière-boutique. 6 mois avaient transformé le bébé rachitique en une petite fille potelée, aux joues roses, aux yeux pétillants. Quand elle vit Bastien, elle cria « Bastien !» Il la souleva, la fille tournoyée. Elle riait aux éclats. Elle a dit mon nom. C'est son 2e mot. Après maman, je suis honoré. Il reposa Léa qui repartit jouer avec ses cubes dans le coin. Vous savez, dit Inès doucement, j'ai revu ma mère 2 fois. C'est difficile. Il y a beaucoup de non-dits, de blessures, mais on essaie. Pour Léa, c'est bien. Le pardon prend du temps. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont lâché? Bastien réfléchit. Je ne sais pas, mais je ne leur en veux plus. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste, comme moi. Inès sourit. Vous avez grandi ou vieilli? Non, grandi. Il y a une différence. Bastien finit son café, regarda sa montre. Il devait reprendre la route. Je dois y aller. Vous reviendrez? Bien sûr. Promis? Promis. Elle le serra dans ses bras, une étreinte chaleureuse, sincère. Puis elle murmura à son oreille « Merci. Pour tout, pour toujours. De rien, vraiment. » Il sortit. Le soleil brillait sur Beaune. Les gens vaquaient à leurs occupations. La vie continuait, tranquille, imperturbable. Bastien monta dans sa Clio, démarra. Dans le rétroviseur, il vit Inès à la vitrine de la boulangerie, Léa dans les bras, toutes deux agitant la main. Il sourit. 6 mois plus tôt, il avait tout perdu sous une tempête. Aujourd'hui, sous un ciel dégagé, il avait tout retrouvé. Pas l'argent, pas le statut, pas la reconnaissance, mais quelque chose de plus précieux, la certitude d'avoir fait ce qui était juste, la paix intérieure, l'estime de soi. Et au fond, c'était tout ce qui comptait vraiment. La tempête était passée, et dans la lumière qui suivait, la vie recommençait. Plus simple, plus vraie, plus belle. Bastien Roussel avait perdu un empire, mais il avait gagné son humanité, et ça, personne ne pourrait jamais le lui reprendre.